Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy. Je voulais vous dire, la dernière fois, oui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Vous avez l'air tendus tous les trois, qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon. Vous leur avez dit quoi? Et donc j'ai répondu, c'est parce que Elliot avait perdu son match. C'était le match aller qui m'avait tendu. Oui, voilà. J'étais dans l'attente du match retour de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Oui. C'est pour ça que j'ai le sourire probablement ce soir. Oui, ah, d'accord. Mais, oui. Et c'est aussi et surtout parce que je suis heureux de vous retrouver, tous les deux bien sûr. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et bravo au Paris Saint-Germain qui pourrait monter sur le toit de l'Europe. C'est plus le même Barça. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est plus le même Barça d'ailleurs. Ils vont pouvoir regarder la suite de la Ligue des Champions devant la télévision. Oui, mais le Borussia, c'est pas simple. Hein. Ah, on fera les pronos la semaine prochaine. Ouais, il faut jamais faire le mariole. Jamais. Elliot, Jamais. Vous avez entièrement raison. Ouais. Et il ne faut pas se contenter de la demi-finale. Il faut rêver plus haut. C'est ça, oui. Un peu comme cette émission. Dès le début de cette émission, on s'est toujours dit il faut aller le plus haut possible. Voilà. Et d'ailleurs, vous tutoyez les sommets, cher Philippe de Villiers. Beaucoup de Français qui nous regardent et c'est impressionnant et presque intimidant pour moi. Est-ce qu'on vous interpelle dans la rue, Philippe? Oui. On vous dit quoi, par exemple? On me dit qu'est-ce que vous faites jeune? Non, mais ce qui est vrai, et on ne devait pas du tout parler de ça pour commencer l'émission, mais vous savez que dans la rue, désormais, on m'interpellait auparavant pour les émissions qu'on pouvait faire. Je ne suis quasiment interpellé que pour Face à Philippe de Villiers. Que pour cette émission. Moi aussi, pareil. Ouais. C'est un succès incroyable avec des gens très différents d'ailleurs qui se retrouvent et c'est un vrai rendez-vous pour les gens en fait. On sent qu'ils ne le rateront pas. Et d'ailleurs, ça marche également sur Europe 1 et vous savez que les chiffres sont tombés cette semaine. Europe 1 qui réussit une sorte de remontada, plus de 2 300 000 auditeurs chaque jour, avec une hausse de 10% sur un an. Donc il n'y a qu'un mot évidemment à dire, c'est merci. Et notre émission l'émission, parce que y a les téléspectateurs qui nous regardent sur CNews de 19h à 20h chaque vendredi, mais il y a aussi l'émission le samedi matin sur Europe 1 de 10h à 11h, et il y a quasiment chaque samedi matin 1 demi-million d'auditeurs. Quasiment 500 000. Donc bravo, cher Philippe de Villiers, et bravo à vous, cher Geoffroy, parce que c'est un trio. Et sans vous, cette émission ne serait pas la même. C'est une chose qu'on me dit beaucoup. On me dit, c'est formidable le trio. Vous complétez bien et on sent que vous vous entendez bien. Bon. Messieurs, parenthèse fermée, je ferai un dernier mot. Dire, on peut essayer, un jour si Philippe est malade, on le fait tous les deux, ça marchera un peu moins bien, je pense. Ah bah écoutez, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurai besoin de notes. Philippe, lui, il n'a pas besoin de notes pour une heure d'émission. Moi, j'en ai. Vous n'avez jamais eu besoin de notes. Et je là, j'en ai aujourd'hui, vous savez. Oui, mais ça, ce sont les miennes que je vous ai données. Oui. Mais sinon, vous n'avez jamais eu besoin de notes pour faire ces émissions. Déjà, il met une cravate. Messieurs, parenthèse fermée et commençons l'émission. Et alors, je vous propose quelque chose de plutôt différent de ce qu'on peut faire habituellement, puisque je vais vous proposer une déclaration de Pascal Praud. Il s'avère qu'il était l'invité de Cyril Hanouna le week-end dernier, et Pascal a parlé de cette France qu'il ne reconnaît plus. Une sorte de dépossession partagée par de nombreux téléspectateurs. C'est vrai que ça, on peut en parler, la dépossession dans ces émissions. Il y voit un enjeu majeur et aurait souhaité poser cette question au président de la République. Mais Emmanuel Macron a préféré accorder un entretien à nos chers confrères de BFM plutôt que à l'heure des pros. Regardez cette séquence, c'est très intéressant. Elle a été longuement partagée, notamment sur les réseaux sociaux. C'était chez Cyril Hanouna. Ce qui se passe en France aujourd'hui, ça me fait vraiment, ça m'attriste. Les gens de ma génération ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils ont grandi. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ils se sentent dépossédés culturellement et ils sont en très grande difficulté. Ils ne reconnaissent pas les us et coutumes de cette France qu'ils ont aimée. Donc forcément, le président Macron, qui est au cœur du système, j'irai l'interroger là-dessus. Et c'est pourquoi, sur des questions qu'on a eues 50 000 fois, je défendais l'assimilation. Parce que les sociétés multiculturelles, elles ont beaucoup de mal à vivre ensemble. C'est pour ça que je défends l'assimilation. C'est-à-dire que c'est pour ça que les parents italiens disaient à leurs enfants « Tu ne parles pas italien. Je t'interdis de parler italien. » Et c'est pour ça qu'Aldo Platini appelait son fils Michel pour l'assimilation. C'est pas, y avait des raisons. C'est-à-dire que la société multiculturelle, il y a toujours un moment, elle se fout sur la gueule. Pardonnez-moi l'expression. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers.
Une question simple, je sais que vous avez parfois des échanges avec Pascal Praud en dehors du plateau et qu'il vous arrive d'être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que là vous pensez qu'il a raison, Pascal? Ah mais il a complètement raison. Ce qu'il a dit est très juste. En fait, une nation, je l'ai dit et je le répète, c'est un rêve tramé dans l'étoffe des songes. Et donc, quand vous avez des populations déracinées qui arrivent chez nous, qui sont nostalgiques de leurs racines perdues et qui cherchent désespérément nos racines que nous-mêmes on est en train de perdre, on est entre le malheur, la torpeur, la tristesse et la violence. Parce qu'en fait, une nation, il faut partager le même rêve, il faut partager les mêmes songes, il faut partager les mêmes souvenirs, il faut goûter les gourmandises des mêmes mots, il faut vibrer aux mêmes émotions. Et c'est ce que des générations d'hommes politiques depuis 50 ans n'ont pas compris. En changeant le peuplement de la France, on a changé la France, et donc on a pris le risque d'avoir face à face des communautés qui ne s'entendent plus, qui ne se comprennent plus, parce que à prononcer les mêmes mots, ils ne mettent pas le même sens, et la même ferveur, et la même faveur, et la même senteur dans les mots prononcés. Mais là, vous le dites sur le terrain de l'immigration, et je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi un problème avec les autochtones, ceux qui étaient là avant, les Français de souche, comme on dit, eux non plus ne partagent plus ce rêve et probablement la culture qui est la vôtre et votre amour de la France que vous nous avez raconté 20 fois ici, probablement le peuple français ne le connaît plus en fait. Alors en fait, je vais vous dire, ma France à moi, la France de mon enfance, nous l'avons perdue. Et en la perdant, nous avons perdu la politique. Je voudrais expliquer ça. Parce qu'aujourd'hui, vous ne reconnaissez plus votre France. Je ne reconnais plus ma France. En fait, la politique, c'est le pouvoir, l'entraide. C'était ça, en fait. Les deux piliers. Et le pouvoir... aujourd'hui, on ne sait plus où il est passé. Quand j'étais enfant, nous avions la sensation physique d'un pouvoir identifié, d'un pouvoir incarné, d'un pouvoir proche. Le pouvoir du maire, pour commencer, le pouvoir local. On savait à qui s'adresser, le recours avait un visage, et le pouvoir avait figure humaine. Que s'est-il passé depuis 50 ans ? Le pouvoir a pris congé. Le pouvoir s'est enfui, le pouvoir s'est dilué, le pouvoir s'est éloigné. C'est-à-dire qu'on a éloigné le pouvoir, on a éloigné tous les pouvoirs. À commencer par le maire. Le pouvoir du maire est parti à la communauté de communes. C'est devenu un pouvoir anonyme et bureaucratique. Ce sont les fonctionnaires qui commandent. Ensuite, on a éloigné le pouvoir du département vers la région, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle fait, en instaurant à nouveau un pouvoir anonyme et bureaucratique. Et ensuite, le pouvoir de l'État est parti à Bruxelles. Là aussi, ce sont des fonctionnaires qui commencent, les commissaires. Et donc, le pouvoir n'a plus le pouvoir, on a l'impression que le pouvoir n'a plus le pouvoir, il nous échappe, à nous les citoyens, et il n'a plus de figure humaine. Et puis il y avait l'entraide, je dis. Quand j'étais enfant, l'entraide, c'était la loi commune. De feu à feu, de seuil à seuil, de voisin à voisin, on pratiquait l'échange des regards. Je me souviens quand quelqu'un trépassait dans le voisinage, chez moi, aux Drillières, à la Raffinière, eh bien, il y avait une rumeur qui courait. On crêpait les maisons et il y avait une rumeur qui courait. La mort est dans le village. C'était beau, c'était poétique, mais c'était surtout humain. Et quand quelqu'un glissait au fossé, qu'il tendait les doigts gourds d'une main tremblante, qu'il appelait au secours,
la main et le regard qui venaient vers lui, c'était pas une main anonyme de la sécurité sociale, de l'État, de l'attractivité territoriale, je sais quoi encore, c'était la main d'un proche, c'était la main d'un voisin, c'était le regard d'un proche, le regard d'un voisin. Aujourd'hui, on a fabriqué, en 50 ans, un hybride, le solidaire-solitaire. On a une société de solidaire-solitaire, de plus en plus solidaire, de plus en plus solitaire. Et donc c'est une société froide, une société impersonnelle, une société du guichet et de l'assistanat. Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est de refaire une société politique, c'est-à-dire une société des légitimités pour service rendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rapatrier le pouvoir, lui redonner du corps, le remettre à portée de regard et de contrôle. Parce que quand le pouvoir s'éloigne, vous ne pouvez plus le contrôler. Et deuxièmement, recréer une société de voisinage en retrouvant l'esprit, la chaleur des charités élémentaires. Alors qu'aujourd'hui, on demande tout à l'État. Et l'État ne peut plus, il est en faillite. Philippe de Villiers, on a retrouvé une séquence, c'est une archive et qui date de 1995, quasiment 30 ans jour pour jour, 29 ans jour pour jour, puisque c'était le 20 avril 1995. Vous êtes interrogé par le regretté Gérard Leclerc, à qui on pense évidemment tendrement. Et le sujet qui est abordé dans cet entretien, dans les 4 vérités, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité même aujourd'hui, c'est-à-dire l'emploi et l'exclusion. Et il y a quasiment 30 ans, les alertes que vous aviez émises n'ont pas été entendues. On vous a peu entendu dans cette campagne parler de l'emploi, parler de l'exclusion. Au contraire, je n'ai parlé que de cela, en disant ceci. Pour lutter contre l'exclusion, il faut remettre en valeur les cercles d'inclusion, exclusion-inclusion, que sont l'entreprise, qui est seule capable de créer des emplois. Il faut donc la libérer. Quand vous pensez qu'un artisan qui change sa fourgonnette voit sa taxe professionnelle tripler, donc les artisans, les petits commerçants, plutôt le petit commerce que la grande surface, plutôt l'entreprise que l'administration. Donc l'entreprise, l'école et la famille. Voilà les 3 cercles d'inclusion. D'où vient l'exclusion la plupart du temps? C'est de la rupture des liens sociaux, de la rupture des liens dans la famille, de la rupture des liens dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui les entreprises sont asphyxiées, que la famille n'est pas reconnue et qu'on n'a pas donné la liberté à l'école. Moi je suis pour la réforme de la loi Fallou. Pour l'emploi, 2 choses à faire. Immédiates, dont les autres ne parlent pas. Premièrement, protéger à l'extérieur, c'est-à-dire taxer les importations sauvages des pays à très bas salaire et qui n'ont pas de protection sociale pour pouvoir revaloriser chez nous les bas salaires et sauver notre protection sociale. Donc, à l'extérieur, protéger nos emplois, nos salariés, nos entreprises, et à l'intérieur, alléger les charges de nos entreprises, mais en réduisant massivement la dépense publique au niveau national, la dépense publique au niveau local. Je répète que la France, aujourd'hui, est gérée comme le Crédit Lyonnais. L'entreprise, Philippe de Villiers, l'école et la famille. Ce sont 3 piliers aujourd'hui qu'on traite quasiment quotidiennement en disant que ce sont des institutions, des piliers en crise qui s'effondrent dans notre société. Je vais pas commenter l'ancien Philippe de Villiers. Parce qu'il y a un nouveau Philippe de Villiers. Alors la différence entre le Philippe de Villiers de l'époque et d'aujourd'hui, c'est le débit, le rythme de la parole. Oui. Vous parlez beaucoup plus vite à l'époque. Oui, c'est vrai. Et la cravate est peut-être... Non, votre élocution n'est plus du tout la même. Plus sérieusement, quand vous entendez... Non, mais attendez, moi ce que je voulais vous dire, c'est que... Et on pense là, je suis ému, vous savez pourquoi? Parce que celui qui me questionne, qui m'interroge, c'est Gérard Leclerc. Et Gérard Leclerc, c'est un grand journaliste qui avait de la retenue et de la délicatesse. Vous avez vu, il pose ses questions, il pose des questions. Voilà. Alors, la différence entre le service public à l'époque, parce que c'est le service public, c'est France 2, d'hier et d'aujourd'hui, c'est que hier, il fallait être de gauche. Aujourd'hui, il faut être de gauche pour être journaliste. Mais aujourd'hui, il faut être de gauche, mais militant. Donc, on n'invite plus Philippe de Villiers, évidemment. Ou alors pour complément d'enquête, pour le cartonner. Par contre, du temps de Gérard Leclerc, il y avait
la gauche militante était mal vue. C'est-à-dire qu'on était d'abord journaliste quand on était journaliste. Voilà. Et donc, j'avais plaisir à être interrogé par Gérard Leclerc. Et on est devenus des amis. Voilà. Je lui rends hommage, c'était un homme fin, cultivé, qui connaissait beaucoup de choses et qui avait une réserve qui était celle d'un homme du bien commun. Et donc, par exemple, il est venu plusieurs fois me voir chez moi, il est venu au Puy du Fou, et, il avait un esprit curieux, comme quand il était dans son avion, il voulait toujours exercer sa curiosité, que ce soit dans les airs ou sur terre. Donc voilà, je voulais vous dire ça, parce que c'est un beau métier, le métier que vous faites, et avoir l'esprit de curiosité, la délicatesse et la réserve, ça fait partie du métier des grands journalistes, ceux qui durent. Eh bien, c'est un bien bel hommage que vous lui rendez, et pensons évidemment à sa famille et ses proches. Gérard Leclerc. Revenons à l'actualité. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, 2 semaines après la mort de Shemseddine, lynché à la sortie du collège. Gabriel Attal était jeudi à Viry-Châtillon pour présenter un grand plan afin de lutter contre les violences des mineurs. Une volonté de sursaut républicain pour restaurer l'autorité avec tout un panel de mesures. Écoutons le Premier ministre Gabriel Attal. L'autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes. Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse lentement vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire, vers une forme de violence déchaînée, morbide, sans règle. Je dis bien une partie de nos adolescents, et une partie seulement, car c'est bien une minorité d'adolescents que les Français ne comprennent plus. Cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir dans le poste, rimé avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et parfois même déchaînement de violence. Comment accepter cette spirale, ce déferlement, cette addiction d'une partie de nos adolescents à la violence? Oui, je parle de spirale. Oui, je parle de déferlement. Oui, je parle d'addiction. Geoffroy Lejeune. Il est très particulier ce discours à commenter. On a essayé de le faire sur CNews depuis qu'il a été prononcé. Il y a à la fois, c'est très compliqué d'être en désaccord avec ce que dit le Premier ministre. Il y a un ton qui a l'air relativement adapté, et en même temps, on se demande s'il faut y croire. Est-ce que pour vous c'est un coup de communication, ou est-ce que c'est la réponse qu'il fallait? Gabriel Attal, pour moi, c'est une énigme. Talenteuse. L'énigme. Comment qualifier ça? C'est la prosodie des mots de droite ajustée à une ligne mélodique de gauche. Ça, c'est fort. Donc, en fait, tout le monde y trouve son compte. Et à la fin, on croit entendre un violon et il joue du pipeau. Ça, c'est fort. C'est un communicant hors norme. Mais maintenant, il faut aller au fond des choses. En fait, il prononce des mots, autorité, etc. Donc, bon. Mais derrière, il y a quoi? Il y a un pays qui s'effondre. Et en le regardant à l'instant, je pensais à la métaphore de la maison qui s'effondre dans la nuit. Et le conseil qui est donné par les anciens et par les architectes, si la maison s'effondre et que tu es dans la maison, cherche à tâtons les murs porteurs. Or là, les murs porteurs, ils les ont démolis. La famille, ils en ont changé la définition. La nation, deuxième mur porteur, ils en ont changé la composition. L'État, ils en ont vidé la souveraineté. L'école, on est en train de faire petit à petit une école halal, en tenant compte
de la diversité heureuse, c'est-à-dire du changement de population scolaire. C'est ça la réalité. Et donc, à partir du moment où un pays géré par des politiciens mondialistes, multiculturalistes, ne peut plus se regarder en face et qu'on a décidé d'abolir les frontières, la souveraineté et l'identité, les élites mondialisées, dont il fait partie au premier chef. C'est un Young Global Leader de Davos. On peut faire que des travaux de surface. Alors c'est bien les travaux de surface, excuse de minorité, on va réformer la justice, on va voir Dupond-Moretti qui petit à petit va devenir catéchumène de la fermeté, etc. Mais en réalité, ils se jouent du pays parce qu'ils ont décidé de transformer la France. La diversité heureuse, c'est leur projet. Philippe de Villiers, en même temps, hier soir, par exemple, Gabriel Attal, vous parliez de l'école, a dénoncé l'entrisme islamiste prônant les préceptes de la charia, notamment dans l'école. Et je crois que c'est le premier ministre à avoir tenu ce genre de propos pour l'instant. Oui, vous avez raison. Et il y avait un journaliste qui disait là que quand Éric Zemmour parlait de la charia il y a quelque temps, chez Christine Kelly, toute la gauche était debout. Il y avait même des procédures, l'islamophobie, etc. Alors effectivement, on évolue. C'est-à-dire il y a une prise de conscience Alors c'est pas une prise de conscience, c'est une prise de température du pays. Et donc, pour ne pas se prendre une bâche telle qu'elle est prévue par les sondages aux élections européennes, on donne un petit coup à droite. Voyez, on prononce les mots. Il faut y mettre la chose. Prononcer les mots quand il n'y a pas la chose. Et donc, on ose parler de la charia. Pourquoi? Parce que la charia, elle est là, quoi. On l'a vu. Et d'ailleurs, à Viry-Châtillon, où il était, le Premier ministre, avec, le choix du lieu était plus ou moins décent, mais bon, Viry-Châtillon, ça lui parle de la charia, effectivement. Parlons, messieurs, de Bruxelles à présent, puisque mardi, l'un des bourgmestres de la ville, le socialiste Emir Kir, avait interdit une conférence rassemblant des personnalités politiques européennes, allant de Éric Zemmour, en passant par Nigel Farage, ou encore Viktor Orban. Mais je vous propose la réaction d'Éric Zemmour qui, mardi, quand la police vient à la demande donc de ce bourgmestre, de bloquer cette mobilisation. Regardez. La Belgique était jadis un pays libre où on accueillait Victor Hugo en exil. Je vois qu'aujourd'hui c'est un pays qui est entre la charia et la dictature. C'est un triste destin pour ce beau pays. Voilà. En tout cas, je maintiens que moi je suis là pour défendre l'Europe, la liberté de l'Europe et l'identité de l'Europe. Je précise que les plus hauts responsables politiques en Belgique ont condamné ce qui s'était passé et que mercredi, la justice belge a suspendu l'arrêté du maire. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe. C'est une question à tiroir, mais déjà, Éric Zemmour dit la Belgique est entre la charia et la dictature. Ça a fait ricaner beaucoup de monde. Est-ce que vous pensez que son diagnostic est juste? Et ensuite, surtout, est-ce que vous croyez que cette interdiction, même si il a pu s'exprimer ensuite, est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est révélateur de quelque chose de très grave? C'est révélateur 3 fois. Premièrement, parce que le maire qui a interdit, c'est pas n'importe qui, c'est un homme proche des loups gris, c'est un islamiste, socialiste, et qui donne le ton par rapport à ce qui se passe en ce moment en Belgique, où on ne peut plus s'exprimer lorsqu'on est à la droite du mouvement réformateur. Donc deuxièmement, ça donne le ton sur Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville où il y a 60% des habitants qui ne sont pas d'origine belge. Et c'est toute la Belgique qui petit à petit bascule démographiquement. Et ça donne le ton parce que au cœur de Bruxelles, il y a les institutions européennes qui protègent les frères musulmans, qui ont financé l'université islamique de Gaza, on l'a oublié,
et qui en fait finance les associations islamistes. Vous vous souvenez, François-Xavier Bellamy s'était d'ailleurs élevé contre le fait que le Conseil de l'Europe finance une campagne sur le voile. Donc on en est là. Et parmi les personnalités qui étaient interdites, il y avait Florence Bergeau-Blackler qui est reconnue en tant qu'anthropologue sur le plan scientifique. C'est une honte ce qui se passe. Et il y avait aussi Viktor Orban, qui est le futur président de l'Europe, si j'ai bien compris, dans quelques jours, dans quelques semaines. Le tour de bête. Et Viktor Orban, moi je le connais bien. J'ai une profonde estime pour lui. Et un jour, je suis allé le rencontrer chez lui à Budapest. Et il m'a dit, Philippe, il y a deux choses que vous ne comprenez pas. Je dis, ah bon, lesquelles? Premièrement, nous, on a connu la souveraineté limitée. C'était le concept, la sémantique de Brejnev. La souveraineté limitée. Donc on ne veut pas une nouvelle souveraineté limitée. Il faisait écho aux propos de Margaret Thatcher que j'ai rencontré un jour à Londres et qui m'a dit on s'est débarrassé du commissaire à l'Est, c'est pas pour avoir des commissaires à l'Ouest. Et deuxièmement, il m'a dit une chose plus importante encore. Il dit vous bricolez des sujets sociétaux chez vous, etc. Nous, on veut la stabilité de la société et de la famille, mais surtout, nous, on comprenez. Vous ne savez pas ce que c'est que Moax. Je dis non. 1626, Moax, la défaite de Moax, où les Hongrois se sont battus, ont été défaits par les Turcs. Et donc pour nous, l'islamisation de l'Europe, c'est une hantise, c'est notre crainte. Donc vous, l'Europe de l'Ouest, vous prônez l'islamisation, pas nous. Donc laissez-nous tranquilles, laissez-nous penser différemment. Sinon l'Europe va imploser, exploser à la fois. Voilà. Philippe de Villiers, parlons à présent d'Emmanuel Macron cette semaine qui s'est rendu dans la Drôme, à Vassieux en Vercors, pour honorer la mémoire des maquisards tués par la Wehrmacht et la milice française. La mémoire des résistants, incarnation d'une France indissociable de la République. Écoutez Emmanuel Macron. Serviteurs du régime de Pétain et Laval, soldats sous le commandement de Joseph Darnan, ces Français trahissaient la France par volonté de vengeance, par pulsion de pénitence. Français prêts à tuer d'autres Français. Et avec eux, cette certaine idée de la France. Français rongés par l'esprit de défaite, inséparables de la haine de la République. Car ce n'était pas seulement un temps où les Français ne s'aimaient pas. C'était aussi un temps où des Français n'aimaient pas la France. Oui, ceux-là n'aimaient pas la France des Lumières, celle de 1789 et de l'an 2. Ils n'aimaient pas Voltaire, Rousseau, Hugo et Zola. Ils n'aimaient pas De Gaulle et l'esprit de résistance, non. Ils n'aimaient pas la France. Alors, ils ne pouvaient aimer la République du Vercors. Souvenons-nous aussi de ces Français, de leurs choix et de leurs fautes. Geoffroy Lejeune. Cette grille de lecture entre les Français résistants et les Français collabos, on la connaît par cœur et depuis très longtemps. Vous, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis le fils d'un combattant volontaire de la résistance, donc on me la fait pas. Hein. Le fusil à tirer dans les coins, commémoré pour désigner les ennemis d'hier, pour retrouver ceux d'aujourd'hui, c'est pas très honnête. Mais surtout, je vais vous dire, je vais vous faire une révélation là. Je suis le seul à dire ce que je vais vous dire. Ça va déménager. Donc, Emmanuel Macron et d'autres nous expliquent que la construction européenne nous prémunit contre le retour des bruits de bottes, au motif que la construction européenne est le prolongement de la résistance. C'est bien cela. Or, il s'agit d'une imposture historique. L'architecte de l'Europe communautaire était en même temps
le secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Allemagne. Il s'appelait Walter Hallstein. C'est lui qui a négocié au nom de l'Allemagne tous les traités. Et il est devenu le premier président de la Commission européenne. Il est resté là pendant une dizaine d'années. C'est lui qui a affronté De Gaulle sur la chaise vide. Son histoire est extraordinaire et elle est révélatrice. Les archives fédérales allemandes, les Bundesarchives de Koblenz et de Berlin, que j'ai eu l'occasion de consulter, contiennent des documents troublants quant aux engagements de Walter Hallstein sous le Troisième Reich. Ces documents contiennent des révélations sur l'implication précoce, volontaire et active de Walter Hallstein dans des organisations nationales socialistes, 4 au moins, dont celle des juristes qui avaient pour vocation, je cite, la nazification du droit allemand et la mise sur pied d'un cadre juridique supranational pour l'Allemagne élargie aux nations annexées qui s'appelait Das Neue Europa, la nouvelle Europe. Mais le plus intéressant est à venir, car dans les documents se trouve une photo que j'ai retrouvée. C'est la photo du lieutenant Hallstein. Sa mission est la suivante. Pendant la guerre, il est officier instructeur en national-socialisme. Vous voyez, il y avait les commissaires politiques dans l'armée rouge. Là, il est commissaire dans l'armée nazie. Auprès des soldats, donc officier instructeur en national-socialisme auprès des soldats de la Wehrmacht. Et encore plus intéressant, il est capturé par les Américains à Cherbourg le 26 juin 1944. Et là, il est transféré dans une forteresse à Fort Getty, où il subit une rééducation avec un programme secret qui s'appelle le projet Tournesol. Et qui a concocté le projet Tournesol? Le département d'État. Et qui est l'homme du département d'État qui a inspiré ce projet? Il s'appelle John McCloy. Et ce John McCloy, vous allez le retrouver très vite après la guerre, puisqu'il devient le représentant américain de l'administration alliée sur l'Allemagne occupée. Il est le haut représentant américain. Et c'est lui, ainsi que George Ball, un autre Américain, ami de Jean Monnet, qui va convaincre Adenauer de prendre auprès de lui Walter Hallstein. Le plus incroyable, c'est que le 13 novembre 2018, Angela Merkel a rendu un hommage vibrant à Walter Hallstein au Parlement européen. Elle a dit c'était un homme d'une audace incomparable. Effectivement, elle n'a pas dit un mot sur ce parcours. Résumons la situation à destination d'Emmanuel Macron. M. Hallstein ne venait pas des milieux de la résistance. Aucun des 3 pères fondateurs ne venait des milieux de la résistance. Je rappelle que Jean Monnet a passé sa deuxième guerre mondiale, à New York et à Washington comme banquier d'affaires. Je rappelle que Robert Schuman a été ministre de Vichy et qu'à la fin de la guerre, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais je vais le dire maintenant pour faire pour compléter, il a été frappé par l'indignité nationale. Et c'est grâce au général de Gaulle, à l'intervention du général de Gaulle, par un geste de magnanimité, que le 13 septembre 1945, il a retrouvé ses droits. Alors, quand on nous dit que l'Union européenne, la construction européenne vient de la résistance et le prolongement de la résistance, on nous ment. Je crois peut-être une réponse. C'est vrai que c'était une partie de l'histoire que
je pense que les téléspectateurs ne connaissaient pas. Moi, je suis frappé parce que vous nous avez fait 3 épisodes. En fait, vous avez fait Jean Monnet, Robert Schuman dans des précédentes émissions. Aujourd'hui, Walter Hallstein. Vous avez écrit tout ça dans un livre qui s'appelle J'ai tiré le fil du mensonge et tout est venu sur l'Europe. C'était, je crois, en 2019. Moi, ce qui me frappe, c'est que personne ne vous a jamais démenti là-dessus. Vous n'avez jamais été attaqué par personne, jamais même démenti par un historien quelconque, etc. Pourtant, ce livre s'était très bien vendu. Et je reconnais que si on résume ce que vous venez de dire à l'instant, c'est le premier président de la Commission européenne est un ancien nazi blanchi par les Américains. C'est vrai que ça fait froid dans le dos. Oui, mais vous savez, celui qui m'avait aidé, qui m'a mis sur la voie, c'est Maurice Couve de Merville. Mais vous le racontiez dans le livre d'ailleurs. Voilà, qui était un grand ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle et qui savait tout sur cette période. Autre sujet à présent, Jean-Philippe de Villiers, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, qui a vu sa conférence à l'université de Lille interdite, puis nouvelle interdiction par le préfet du Nord pour risque de trouble à l'ordre public. Il a tout de même tenu un discours à l'extérieur dans le quartier des Moulins à Lille, devant 300 à 400 personnes selon les journalistes, un peu plus de 1000 selon la France Insoumise. Et il s'est attaqué violemment à notre chaîne, à CNews. Écoutez. Elisa Boyer qui les relaie pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, à qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. Quoi ? CNews, une chaîne infâme. Comment le comprendre, Philippe de Villiers ? Alors en fait, en regardant Jean-Luc Mélenchon, j'ai pensé à Robespierre et à Voltaire. Robespierre dans la forme, en fait, avec cette éloquence fiévreuse. Lorsque je vois à quel point la société est dégradée, j'en viens à l'idée d'un recommencement absolu de l'humanité. Vous voyez, bon, c'est cette éloquence-là, ouais, dont on sait où elle nous a amenés. Et Voltaire, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est cultivé, hein, Mélenchon. Il reprend « Écrasons l'infâme ». C'est la signature de Voltaire à partir de 1763. L'infâme, c'est l'Église. Et donc, sur « Écrasons les femmes » a été repris par Robespierre, par Saint-Just, et ça a donné la terreur, ça a donné la traque des carmélites de Compiègne, ça a donné la mise à mort, la guillotine, voilà, l'infâme. Et je pense en cet instant à Musset, qui dit à Voltaire, à propos de ça, écrasons l'infâme, dors-tu content, Voltaire ? Et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés ? Ce siècle doit te plaire, car tes hommes sont nés. Vous aviez déjà débattu avec Jean-Luc Mélenchon, Philippe ? Oui. Ça s'était passé comment ? J'avais débattu sur France 3, il y a très longtemps, en 1989, je crois. On retrouve ça. Avec Paul Vermus, hélas décédé. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais parlé de la Vendée, et il m'avait fait le signe suivant, vous c'est ça qu'on aurait fait. Ouais. Oui, dis donc c'est sympa. Oui. Ouais. C'est-à-dire que pour lui, l'épuration, la terreur, il faudrait lui poser la question. J'aimerais bien un jour le revoir pour lui poser la question. Et vous avez été collègue au Parlement européen, je crois que vous avez siégé en même temps. Quand on a été collègue au Parlement, il était charmant, affable. Ah oui, charmant. Ouais. Et non seulement ça, mais quand je m'étais absenté parce que j'étais malade à une époque, quand je suis revenu, il m'a dit « Tu nous manquais, t'es mon meilleur ennemi ». Formidable. Ouais. Non mais il est capable d'être courtois. Oui. Mais il paraît que Robespierre en privé était extrêmement courtois. Est-ce que vous pensez qu'il en est encore capable aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il a changé complètement de son fusil d'épaule. Je pense qu'Éric Nolot l'a très bien montré dans un livre qui est, paraît-il, très brillant. Il veut le chaos. Ça n'intéresse plus les élections. Il veut le chaos. Il veut en fait soulever les banlieues. C'est ça qu'il est en train de préparer. Philippe de Villiers, il nous reste 4 minutes très précisément et cette émission c'est aussi un voyage dans l'histoire. La semaine dernière, vous aviez ému beaucoup de monde avec
l'histoire de l'incendie de Notre-Dame 5 ans après. Face à Philippe de Villiers, ce sont aussi des contes qui plaisent à Jean-Michel Apathy, notamment le conte de Noël. Et ce soir, vous avez décidé de revenir en 4 minutes, très précisément, sur la naissance de la France, Philippe de Villiers. Voilà, le Buxin retentit 9 fois pour saluer les 9 mondes du Valhalla. Et il ouvre ainsi la cérémonie sur l'esplanade. 12 guerriers disposent au pied du jeune chef un pavois rouge et or. Et puis ils le hissent sur leurs épaules. Alors s'enchaînent 2 protocoles successifs. Le premier établit le jeune chef dans sa fonction germanique, il devient chef de la tribu. Le pavois tourne sur lui-même comme un disque solaire, déjà le soleil. C'est une clameur qui s'élève, il est élu. Ainsi se noue le lien entre le jeune roi et son peuple. On lui remet la fameuse lance, la framée royale, le sceptre des Francs. Il le brandit au-dessus de lui-même, comme pour prendre à bras-le-corps son royaume. Il est Rex Francorum. Et puis le deuxième protocole va suivre, c'est la remise de la chlamyde rouge, qui le désigne comme dignitaire romain, rector provincieux. En ce temps-là, les barbares sont partout. Rome n'existe plus. L'Empire romain s'est effondré il y a 5 ans, en 476. Rome n'est plus dans Rome. Rome était une institution et une société. L'institution est morte. Qui va sauver la société? Comment prolonger la vie de la romanité? Avec leur mosaïque d'États barbares, les Goths guettent leur proie. Ils sont tout puissants. Ils rêvent que la Gothia vienne chasser la Romagna. Nous sommes à l'instant où le destin hésite. Barbarisation des Romains ou romanisation des barbares. Et voici que avance sur le pavois le jeune chef barbare, adepte du culte de Wotan, Clovis. Il a 15 ans. C'est un conquérant. Mais chose inouïe, le conquérant se laisse conquérir par sa conquête. Alors qu'on pense qu'il va tout barbariser, il choisit de tout romaniser, il se romanise lui-même, il s'assimile. C'est l'histoire symbolique d'un envahisseur qui se laisse envahir par la terre envahie. C'est la naissance de la France par un acte d'assimilation réussi. Un barbare qui cède à la tentation d'aimer sa conquête, de se laisser éprendre par ce pays qu'il accueille, par ce pays fort et fier de sa lignée, de ses trésors, ce pays qu'on appellera plus tard France, mère des arts, des armes et des lois. Je pense que ça fait écho à des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Ça s'appelle non pas un conte, mais non, mais j'ai pas dit ça. Un apologue. Mais vous avez bien fait de le préciser. Et l'apologue est une manière pédagogique de parler aux Français d'aujourd'hui de leur grande histoire.
pour qu'ils en soient chaque jour encore plus fiers. Et je souhaite qu'une seule chose, c'est que les gens qui nous regardent et qui ont des petits-enfants, ils disent à leurs petits-enfants, venez le vendredi soir. Et c'est pour ça qu'on leur dit rendez-vous à la semaine prochaine, dès 19h jusqu'à 20h pour Face à Philippe de Villiers. Merci à tous les deux. Dans un instant, c'est l'heure des Pro 2. À tout de suite sur CNews.